Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 51e épisode d'une semaine en comics, que pour l'occasion je suis quand même assez tenté de rebaptiser une semaine de merde en comics. En fait, j'avais même prévu de pas enregistrer d'épisode cette semaine, vu que j'avais rien prévu d'acheter. Hormis Backtrack qui est paru chez Comics Initiative, j'en parlerai du coup la semaine prochaine. Et puis, en début de semaine, on a appris coup sur coup la disparition de Mark Bright et celle d'Ed Piscor. Donc, vidéo hommage à ces deux artistes que j'aime sans doute pour des raisons très différentes l'un et l'autre. On va commencer par le plus ancien des deux, Mark Bright, ou M.D. Bright, sa signature variée selon les comics, qui est donc disparu à 68 ans, et qui a essentiellement fait carrière dans les comics dans les années 80 et 90. Il a réalisé une poignée de courts récits chez DC Comics au tout début de sa carrière, mais très vite il va passer chez Marvel, et un de ses premiers travaux notables, c'est sur la mini-série Falcon en 1983. Paul Smith avait dessiné le premier épisode, et puis Mark Bright va réaliser les trois suivants, ancrés par Mike Gustovich. Alors, une première chose qu'on peut noter, c'est que tout au long de sa carrière, Bright s'est quasiment jamais ancré lui-même. Il réalisait uniquement les crayonnés. Et le point notable concernant cette mini-série, c'est qu'elle est écrite par Christopher Priest, qui signait à l'époque Jim Housley. Et à partir de là, Priest et Bright vont assez souvent travailler ensemble. Alors, à l'époque, comme la plupart des dessinateurs débutants, Marvel confie à Bright surtout des fill-in en fonction des besoins. Et on va le retrouver sur un épisode des Avengers, sur 3 épisodes de Thor, sur Dazzler, sur un annual de Fantastic Four. Et puis, en 1985, il obtient sa première série régulière, Power Man et Iron Fist, qu'il va dessiner à partir du numéro 115, et qui va dessiner jusqu'à la fin de la série. Et là encore, il fait équipe avec Christopher Priest au scénario, tandis que à l'ancrage, on a cette fois Jerry Acerno. Et on retrouve là en fait les mêmes qualités que sur la mini-série Falcon, et notamment la clarté de son storytelling. Mais côté dessin, je trouve que son trait s'est beaucoup affiné par rapport à Falcon, et le résultat est vraiment, vraiment très bon. Et c'est probablement ce qu'on s'est dit chez Marvel, parce que pendant qu'il travaillait sur Power Man et Iron Fist, qui était bimestriel à l'époque, Marvel va lui confier une deuxième série, Iron Man, qui reprend au numéro 200. Alors le 200 je l'ai pas, donc j'ai sorti le 203. Le précédent artiste régulier de la série, c'était Luke McDonnell, qui a brusquement quitté Marvel pour reprendre la Justice League chez DC Comics. Et la série a dû faire avec des artistes de remplacement pendant 3-4 mois, jusqu'à l'arrivée de Mark Bright pour un double épisode anniversaire. Et Bright devient à partir de là le nouveau dessinateur régulier de la série, qui à l'époque est écrite par Denny O'Neil, et il est ancré par le duo Ian Akin et Brian Garvey. Et Mark Bright va rester sur la série quand David Michelinie et Bob Layton vont faire leur retour au numéro 215. Ça, ce sont des épisodes que Panini a réédité l'an dernier, et qui vont en fait culminer avec la fameuse guerre des armures. Alors, dans une interview dans le magazine Back Issue, Bob Layton expliquait qu'il était pas particulièrement satisfait du travail de Mark Bright sur ce titre, et il trouvait qu'il rendait pas vraiment bien le côté playboy de Tony Stark, et qu'il n'était pas non plus super à l'aise sur tout l'aspect technologique de la série. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, j'avoue que je préfère les dessins de Bright
sur les épisodes précédents, mais surtout en fait parce que là, il est ancré par Bob Layton, et que l'ancrage de Layton, je trouve, a tendance à figer et à raidir son dessin. Sans compter que, au final, ça ressemble quand même davantage à du Bob Layton qu'à du Mark Bright. Bref, visiblement, ces deux-là n'étaient pas faits pour travailler ensemble, et Mark Bright sera remplacé par Jackson Guice à partir du numéro 233 en 1988. Et tout en étant l'artiste principal sur Iron Man, Mark Bright va continuer de réaliser d'autres travaux à côté, et c'est notamment lui qui va dessiner les aventures solo de Hawkeye dans les premiers numéros de Solo Avengers, des aventures écrites par Tom DeFalco, et où il est ancré par Joseph Rubinstein dans les premiers épisodes, et ensuite par José Marzan Jr. Et il lui arrive même de dessiner occasionnellement la couverture, notamment la toute première. Et puis, toujours à la même époque, il va aussi commencer à travailler régulièrement pour DC Comics. Alors, on a par exemple, dans le volume 1 des Batman Chronicles de 1988, on a l'épisode 424, où il est ancré par Steve Mitchell. Et on va aussi le retrouver de manière régulière au sommaire d'Action Comics Weekly, qui à l'époque est une revue hebdomadaire qui réunissait plusieurs séries. Bright se voit confier les dessins de la série consacrée à Green Lantern, une série écrite par, devinez qui, Christopher Priest. Alors, dans le même temps, il continue de bosser pour Marvel, et par exemple, à partir de Captain America numéro 358, en 1989, il dessine une backup story qui est consacrée à US Agent. Alors, très honnêtement, c'est vraiment pas son meilleur travail, mais je pense que c'est en grande partie à cause de l'ancrage de Don Hudson. Mais c'est aussi surtout à partir de cette période qu'il va devenir le dessinateur régulier de la série G.I. Joe, écrite par Larry Hama. Là, par contre, je suis désolé, mais j'ai rien à vous montrer. Chez DC Comics, il continue de bosser sur le personnage de Green Lantern, et c'est à lui qu'on a confié les dessins de la mini-série Emerald Dawn, qui est un projet initié par Christopher Priest, mais qui va être remplacé au scénario des numéros suivants par Keith Giffen et Gerard Jones. Et Emerald Dawn, c'était une mini-série qui revisitait les origines du personnage dans le cadre de l'univers DC post-Crisis en Infinite Earths. Il a également dessiné sa suite, et puis dans la foulée, on va le retrouver sur la série régulière Green Lantern à partir du numéro 13, c'est celui que j'ai là, où en fait, en gros, on va avoir 3 artistes qui vont dessiner la série à tour de rôle, souvent en fonction du Green Lantern qui est en tête d'affiche, et on aura donc Mark Bright, Joe Staton et Pat Broderick. Et puis, en 1993, on va retrouver Mark Bright au lancement de Milestone Comics. Alors, Milestone Comics, c'était des comics qui étaient publiés par DC Comics, mais qui restaient dans une certaine mesure indépendants de DC, et c'est une compagnie qui avait la particularité d'avoir été créée par des scénaristes et des artistes afro-américains, notamment Dwayne McDuffie, Dennis Cowan, ou Christopher Priest, encore lui, mais alors qui a participé à la création de Milestone, mais qui en fait s'en est retiré très vite. Et donc, c'est dans ce cadre que Mark Bright va créer, avec le scénariste Dwayne McDuffie, la série Icon. Une série dont il va dessiner, si j'ai bien compté, 36 des 42 épisodes qu'il y a eu, jusque fin 1996. Il faudra qu'on reparle d'Icon et de Milestone plus généralement un de ces jours, parce que c'est un univers qui est totalement méconnu en France, alors que, on y trouve vraiment tout un tas de choses intéressantes.
Dernière série que je voulais évoquer pour cet hommage, c'est Quantum et Woody, série qui est créée en 1997 chez Acclaim. Et Acclaim, c'était la boîte qui avait repris à l'époque les séries Valiant. Et Quantum et Woody, c'est une série qui va créer avec, et on le retrouve encore une fois, Christopher Priest. Alors, cette série, elle a jamais été publiée en France. En revanche, les personnages notamment, on les connaît à travers le relaunch qui en a été fait en 2015-2016 par James Asmus et Tom Fowler, et qui a été publié en France par Bliss Comics. Alors, pour dire deux mots de cette série originale, mais c'est aussi vrai pour son relaunch d'ailleurs, c'est une pure comédie de super-héroïque, avec deux anciens amis que absolument tout oppose, et qui se retrouvent obligés de cohabiter quasiment en permanence suite à un accident qui leur a donné des super-pouvoirs. Et si ça vous paraît encore trop sérieux, sachez que à partir du numéro 3, le duo va devenir quasiment un trio, avec l'ajout d'une chèvre masquée, que je vais essayer de vous retrouver, et une chèvre masquée qui va plus ou moins devenir leur mascotte officielle. Elle est là. Et donc, c'est du grand n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi totalement assumé. C'est vraiment fun à lire. Et là aussi, j'aimerais bien un de ces jours consacrer une vidéo entière à cette série. Et série qui a eu 21 numéros jusque début 2000. Et là encore, Mark Bright a dessiné l'intégralité de la série, moins 2 épisodes. Par la suite, Mark Bright va se faire plus rare dans le monde des comics, même si on le retrouve de temps en temps, fin des années 90, début 2000, sur quelques épisodes de Black Panther écrits par son compère Christopher Priest. Et puis, le pauvre, c'est à lui qu'on a confié en 2002 la mini-série Marvel, écrite avec le cul par Bill Jemas, qui était le président de Marvel à l'époque. Alors, vraiment, j'ai même pas le courage de vous expliquer ce qu'était ce machin. Il me semble que j'ai le souvenir que Max Faraday lui avait consacré une vidéo il y a quelques temps. Allez jeter un œil sur sa chaîne, parce que cet homme est quand même beaucoup plus courageux que moi. Ceci dit, si on met de côté la nullité crasse du scénario de Jemas, la prestation de Mark Bright, elle est vraiment bien. Et d'autant plus qu'il est ancré par Paul Neary, encore un grand disparu de 2024. J'ai pas souvenir qu'ils aient collaboré sur autre chose. Et c'est dommage parce que, encore une fois, graphiquement, le résultat est vraiment bien. Après ça, Mark Bright va quitter l'univers des comics et il va faire le reste de sa carrière pour le cinéma et pour la télévision, où il va essentiellement faire des storyboards. Mais donc, pendant 20 ans, du début des années 80 au début des années 2000, ça aurait été un artiste à la fois très prolifique, mais en plus vraiment très bon. Même si, encore une fois, il était quand même tributaire du talent de l'encreur qui finissait ses planches. Donc voilà pour Mark Bright, et on change totalement de registre puisqu'on va parler maintenant d'Ed Piskor, qui est mort lui aussi le 1er avril à seulement 42 ans. J'ai aucune envie de revenir sur les circonstances de sa mort, tout ça me peine vraiment, et ça me laisse surtout une impression d'un immense gâchis, mais on va plutôt revenir sur quelques-unes de ses œuvres les plus marquantes. Et on va commencer par WYSIWYG. Alors, WYSIWYG, c'est pas son premier boulot, loin de là. Avant ça, Piskor a bossé plusieurs années avec Harvey Pekar, le scénariste d'American Splendor. Il a notamment dessiné un graphic novel qui s'appelait Macedonia, et c'était en 2007. Et puis, il a dessiné aussi une bonne partie de The Beats en 2009, qui racontait l'histoire de la Beat Generation à travers le portrait de ses principaux membres, donc Jack Kerouac, Allen Ginsberg et William Burroughs. Et puis donc, en 2012, il publie chez Top Shelf WYSIWYG, qui est un graphic novel qu'il a entièrement écrit et dessiné. Ça, c'est l'édition française qui est parue chez Dargaud l'année suivante, en 2013.
WYSIWYG, c'est l'histoire de Kevin Fennikel, qui est le premier et le plus grand hacker de tous les temps. Alors, cherchez pas, Kevin Fennikel, il n'existe pas, c'est une création d'Ed Piskor, mais son histoire et surtout ses techniques de piratage sont inspirées de personnages et de faits réels. Et ça donne un récit qui est assez passionnant, parce que on sent les grosses recherches qu'a dû faire Piskor en amont. C'est très pointu, tant dans la description des techniques que du matériel utilisé de l'époque, par exemple. Mais tout ça est infusé dans la narration, sans qu'il y ait de lourdes expositions. On suit le personnage dans ses différentes magouilles, et puis finalement, tout ça est vraiment d'une fluidité assez remarquable. Et puis, à la lecture de cette histoire, et à travers ce personnage, j'ai quand même tendance à y trouver des éléments autobiographiques. Je veux dire, l'histoire de ce gamin qui est le souffre-douleur de ses camarades à l'école et même dans la rue, et qui se réfugie dans l'informatique, comme d'autres pourraient se réfugier dans la lecture des comics, si vous voyez ce que je veux dire. Fennikel, il est passionné, voire même il est obsédé par l'informatique et par les possibilités qu'elle lui offre, mais finalement, au même titre que Piskor bouffait et respirait des comics à longueur de journée, il suffit d'aller faire un tour sur sa chaîne Cartoonist Kayfabe qu'il tenait avec Jim Rugg pour s'en rendre compte. À partir de 2013, Ed Piskor va entamer la série pour laquelle il est sans doute le plus connu aujourd'hui, Hip Hop Family Tree. Alors là encore, j'ai la version française, ça c'est le premier tome paru en 2016 aux éditions Papa Guédé, et je vais pas pouvoir le cadrer en entier. Hip Hop Family Tree, c'est donc en 4 volumes qui sont parus entre 2013 et 2016. L'histoire du hip-hop, de sa naissance au début des années 70 jusqu'en 1985. Et là aussi, c'est un boulot qui est assez passionnant. Même pour quelqu'un comme moi qui écoute très peu de rap, ça reste une lecture passionnante quand même, et qui donne à voir, en particulier dans ce premier tome, tout le bouillonnement créatif de cette époque, à New York, les influences des uns sur les autres, les passerelles aussi qui se créent entre différentes formes artistiques, etc. Sur la forme, on a quelque chose d'assez intéressant avec un dessin qui, le plus souvent, vient en support du texte. C'est une sorte de mise en scène d'un narratif qui, lui, se veut plus factuel. Et ça fonctionne vraiment bien comme ça. Ça donne quelque chose d'extrêmement vivant, mais tout en restant au plus près de la vérité historique. Et puis, il y a l'objet en lui-même. Déjà, le format Treasury Edition, ça renvoie directement aux Marvel Treasury Editions des années 70. J'en ai profité pour sortir mon Howard the Duck pour l'occasion. Les Marvel Treasury qui étaient en fait des rééditions pour la plupart, sauf celui-là justement qui contient de l'inédit, mais le plus souvent c'était des rééditions dans ce très grand format. Il est même un peu plus grand que le Hip Hop Family Tree. Et puis, à l'intérieur aussi, Piskor, il joue à fond sur le côté rétro des comics de l'époque, avec, je sais pas si on le voit bien, mais ces couleurs tramées, mais de manière là carrément exagérée. Et puis avec aussi ce papier à l'apparence jaunie. Bref, tout ça est extrêmement bien pensé, à la fois graphiquement et éditorialement. Et oui, même si le rap et le hip-hop, ça vous intéresse pas, à mon avis, ça reste une lecture qui peut être vraiment passionnante. Et puis, une fois Hip Hop Family Tree bouclé, il a appliqué grosso modo le même procédé aux X-Men, avec ces X-Men Grand Design. Là, on a eu cette fois 3 tomes, où en fait, il revisite toute l'histoire des X-Men depuis leur origine.
Et même avant, en fait. Alors, quand je dis qu'il revisite toute l'histoire, il s'arrête grosso modo quand Chris Claremont quitte la série, un petit peu avant même. Et en revanche, il remonte encore plus loin que la création de la série, puisqu'il revient même au début de Marvel, dans les années 40. X-Men Grand Design, c'est une manière de raconter l'histoire des X-Men de façon chronologique et aussi de manière raisonnée. Peace Corps en fait s'autorise certaines libertés avec le matériau d'origine, en particulier quand il est question des premiers X-Men, dont l'histoire en fait occupe tout ce premier tome. Et par exemple, il va revisiter les motivations de certains personnages à l'aune de ce que d'autres scénaristes vont introduire dans les séries des années plus tard. Et notamment, très tôt question du Phénix ici, bien avant sa première apparition effective dans la série. C'est pas vraiment du révisionnisme, en fait, il s'agit plutôt ici d'harmoniser différentes histoires, écrites par différents scénaristes, sur plusieurs décennies en plus, et son idée c'est d'obtenir un tout qui soit finalement davantage cohérent. Et du coup, là aussi, ça donne quelque chose d'assez passionnant. Alors, en l'occurrence, je connais quand même mieux l'histoire des X-Men que celle du hip-hop, donc forcément, j'ai pas la même manière d'aborder ces deux titres, mais voilà, quand on connaît l'histoire des X-Men, je trouve que le travail de Peace Corps est une fois de plus passionnant, et qu'il est surtout extrêmement respectueux de l'œuvre originale, quand bien même il s'autorise tout un tas de libertés. Et puis, graphiquement, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il ait conservé son style de dessin, qui est quand même aux antipodes de celui des artistes Marvel. Alors, je trouve que ça donne une œuvre qui est quand même d'autant plus originale. Évidemment, ça n'a pas la beauté ou la puissance des planches d'un John Byrne, d'un Dave Cockrum ou d'un Jim Lee, mais c'est pas le but de la chose non plus. Là, c'est un peu le croisement assez parfait, je trouve, entre l'univers des comics de super-héros et celui des comics indés. Et je vois pas trop d'autres exemples de ce genre de fusion, à part peut-être Judgment Day d'Alan Moore, et puis évidemment les travaux similaires qu'ont réalisé Tom Scioli sur Fantastic Four et Jim Rock sur Hulk qu'ils ont fait par la suite. Dernière création dont on va parler, et là il va falloir que je fasse gaffe à ce que je montre, c'est Red Room. Ça, c'est le tome 2 de l'édition française chez Delcourt. J'ai pris le 2 parce que j'étais totalement infoutu de retrouver où j'ai foutu le numéro 1. Il est là quelque part. Logiquement, je vais retomber dessus dès que j'aurai terminé cette vidéo, mais c'est pas grave. De toute façon, que ce soit le volume 1 ou le volume 2, je vais essayer de faire super gaffe à ce que je vais vous montrer. Éloigner les enfants du poste. Et d'ailleurs, je vais entièrement zapper le premier épisode pour passer directement au deuxième, dont les premières pages, au moins, me semblent, sont un peu plus montrables. Quoique. Parce que, effectivement, Red Room, c'est un truc hyper violent. Mais vraiment. Mais à tel point que, en ce qui me concerne, quand j'ai lu le premier épisode, j'ai fait un rejet assez brutal. Viscéralement, je me suis dit, non, ça, je peux pas. Et pourtant, je m'en suis quand même tapé des films gore, mais là, je sais pas, c'est pas passé. Je me suis dit que j'étais peut-être trop vieux pour ces conneries, ou un truc du genre. Et puis bon, le temps a passé, quelques mois, et puis ça doit être, je pense, au moment de la sortie du tome 2, l'an dernier, que je me suis dit que j'allais retenter le coup. Parce que bon, au-delà du côté monstrueux de ce qui est décrit, il y a quand même une écriture, il y a un propos derrière tout ça, et donc j'ai fini par me prendre les deux premiers tomes. J'ai pas encore lu le troisième et dernier qui a pas encore été traduit en France, et oui, au-delà de
toutes les horreurs qui sont décrites et qui sont mises en scène de manière très détaillée, on a quelque chose qui est quand même vraiment intéressant. Déjà parce que Peace Corps a choisi d'y aller à fond, de reculer devant aucun détail, aussi répugnant soit-il dans ses dessins, et de mettre en scène une galerie de personnages qui sont quand même plus monstrueux les uns que les autres. Alors déjà, ça renvoie à ce que sur Cartoonist Kayfabe, lui et Jim Hogg avaient défini comme les Outlaw Comics. Alors d'ailleurs, on a droit sur la couverture, en bas à droite, un joli détournement du logo du Comics Code Authority. Et les Outlaw Comics, en fait, c'est ces comics qui jouent la surenchère dans la violence, dans le gore, dans le sexe, dans le sordide. C'est par exemple le Faust Love of a Dam de David Quinn et Tim Vigil. C'est le One War on Terror de Benjamin Marra. C'est les comics de Josh Simmons, dont j'ai déjà un peu parlé ici, et sur lesquels je reviendrai sans doute un de ces jours. C'est tous ces trucs absolument indéfendables et scandaleux, et qui poussent toutes les limites. Et avec Red Room, Peace Corps, visiblement, il avait clairement envie de pousser toutes les limites. Mais ça renvoie aussi aux EC Comics des années 50 qui sont à l'origine de la création du Comics Code Authority, parce que, rendez-vous compte, ma bonne dame, c'est quand même pas possible de laisser nos chères petites têtes blondes lire des choses pareilles. Et Red Room, c'est aussi pour Peace Corps une manière d'interroger ce qui est possible ou pas de faire aujourd'hui dans les comics. Bon, clairement, on peut encore faire beaucoup. Donc voilà, vraiment, Red Room, c'est pas une lecture que je vais recommander à tout le monde, et je comprends tout à fait que ce soit le genre de choses que vous refusiez de toucher, même avec un bâton, mais en ce qui me concerne, ça reste une œuvre assez fascinante à différents degrés, à la fois fascinante et repoussante, mais il me semble que ça s'inscrit assez naturellement dans l'œuvre de Peace Corps, dans sa volonté permanente de tenter des choses nouvelles, de pas se répéter, et aussi de s'inscrire dans une histoire plus globale. Donc voilà, Peace Corps, c'est un artiste dont la disparition crée vraiment un vide, à mon avis, à la fois le créateur et le commentateur du médium, ils vont me manquer vraiment tous les deux, parce que, encore une fois, à travers la chaîne Cartoonist Kayfabe, c'était aussi un passeur qui était capable de vous faire découvrir quantité de choses, ou de redécouvrir sous un angle différent des choses que vous connaissiez déjà, ou que vous pensiez connaître. C'était tout ça à la fois, et ces gens sont beaucoup trop rares pour qu'on puisse s'en passer. De mon côté, j'espère juste vous avoir donné envie de vous replonger dans l'œuvre de ces deux artistes, et Ed Peace Corps et Mark Bright, ou tout simplement vous avoir permis de les découvrir. Encore une fois, c'est deux artistes vraiment très différents, mais c'est aussi et surtout pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour aborder les comics dans toute leur pluralité et dans toute leur diversité. Ça me fait juste chier quand je dois passer par des hommages posthumes pour le faire. Et puis, allez, juste pour finir sur une note positive, la chaîne YouTube Les Comics du French Geek vient de fêter ses 2 ans. C'est une chaîne que je trouve vraiment intéressante, qui est consacrée surtout aux grands artistes classiques des comics et aux beaux ouvrages, et qui a scandaleusement peu d'abonnés. Donc, faites-moi plaisir, allez y jeter un œil, promis, ça va pas vous bouffer des heures, il publie en moyenne une vidéo par mois, donc allez-y, si ça vous branche pas plus que ça, c'est pas grave, et par contre, si son taf vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, figurez-vous que c'est gratos. Voilà, c'est tout pour cette semaine, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.